Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment tu vas? Ça va Tu es bien. déjà un habitué de la Suisse, hein? C'est genre, quand tu arrives là-bas, tu connais déjà un peu les techniques, les repères. Tu y vas presque tout le temps. Disons que par rapport à l'année dernière, oui. Bon, déjà, l'hôtel dans lequel nous sommes descendus était mieux situé que celui dans lequel nous étions l'année dernière. Donc ça nous a facilité la Ça mobilité. te fait déjà combien de voyages? Non, 2 seulement. Donc tu maîtrises déjà les quartiers. Dire que je maîtrise, il ne faut pas Bon, tu exagérer vas te aussi. balader quand même. Mais là, disons en le fait, sens. là-bas, c'est facile à maîtriser. Hein? Tu Oui, sais oui, que oui, tout oui. est tracé. Oui, c'est très facile. Ouais. Surtout qu'ils ont un bon système de transport urbain. Voilà. Donc tu peux facilement te déplacer. Tu n'as même pas besoin de forcément savoir là où tu pars. Oui. Il suffit d'avoir l'adresse. C'est tout. Et tu as l'application. Ouais. Tu regardes les différents moyens de transport, les bus, les trams et autres. C'est quand même la Suisse. Et, Hein? C'est et quand même les la trains Suisse. qui vont vers cette direction-là. C'est pas non bas qu'elle est. Et puis la ponctualité des moyens de transport fait que, à tout temps, en fonction de l'heure à laquelle se trouve ton rendez-vous, le lieu où il se trouve, tu peux parfaitement te... C'est pas évident de se perdre là-bas quand on sait lire. Non, tu peux pas te perdre. Il y a des panneaux partout, donc oui, Non, on ne peut pas se perdre, sauf si on ne sait pas lire. C'est la seule chose. Non, on ne peut pas se perdre. Voilà. Le vrai d'histoire nous emmène combien d'années en arrière? On va pas longtemps en arrière, on va à 72 ans en arrière, on va le 19 juin 1953, on va parler d'un couple qui est rentré dans l'histoire de manière un peu tragique. Je vais parler du couple Rosenberg, de Julius et Ethel Rosenberg. Alors, qui sont-ils? Ce sont des juifs américains qui auront été exécutés justement le 19 juin 1953 parce que ce sont eux qui sont soupçonnés d'avoir transmis les secrets de la bombe atomique aux soviétiques. Il faut bien comprendre que, pour recontextualiser les choses, c'est qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, avant l'explosion de la première bombe atomique, la bombe H, le sentiment qui était partagé dans la quasi-totalité des pays, surtout après avril 1944, lorsque le nazisme s'est effondré en Europe, même si la guerre continuait en Asie, avec le Japon qui poursuivait, le sentiment c'était que le vrai gagnant de la guerre, c'était les Russes. C'était quand même les Russes qui étaient les premiers, qui avaient permis les premiers revers militaires aux Allemands, notamment lors de la bataille de Kursk, puis après la bataille de Stalingrad. Et puis c'est à partir de la percée des Allemands dans le front Est que, évidemment, les Alliés vont parvenir à la victoire en avril 1945. Et donc le sentiment est que, en réalité, la première puissance militaire, au sortir si tu veux, de la capitulation nazie, ce sont les soviétiques qui sont en position de force. Ce sont eux qui, techniquement, sont devenus la première puissance militaire. Mais cela ne va durer que quelques mois, puisque après, il va y avoir les explosions de la bombe atomique à Hiroshima et Nagasaki, et l'utilisation de ce nouvel armement va totalement changer la donne, puisque on va basculer de l'ère, ce qu'on appelle l'ère militaire conventionnelle, on va basculer maintenant dans ce qu'on appelle l'ère militaire stratégique. Et donc, l'utilisation, donc le fait de posséder une arme avec une telle capacité destructrice va devenir, si tu veux, le leitmotiv qui va animer, si tu veux, les Russes, parce qu'ils voudront absolument essayer de rattraper les Américains en termes de capacité de nuisance, en termes de puissance. Et donc, pour les Soviétiques, il est absolument vital de pouvoir disposer eux aussi de la bombe atomique. Et pour ça, ils vont s'appuyer sur un certain nombre de relais, notamment de relais d'espionnage, qu'ils vont mettre en place aux États-Unis. Donc il faut savoir que dès le début de la guerre froide, à partir de 1946-1947, les Soviétiques vont rapidement mettre en place des réseaux d'espionnage aux États-Unis en se basant notamment sur les relais politiques. Il faut savoir que dans les années 50, il y a énormément de communistes aux États-Unis, et justement ces communistes-là vont faire l'objet après d'une chasse aux sorcières de McCarthy, et ça j'en avais parlé ici sur un de mes anciens passages. Et donc il faut savoir qu'à l'époque,
les soviétiques, donc il va y avoir énormément de communistes. Et ces communistes, il y avait même un parti communiste aux États-Unis. Et donc, ce parti communiste-là a des adhérents qui sont un peu dans à peu près toutes les strates, aussi bien de l'administration et aussi de la recherche. Il faut savoir que la bombe atomique a été créée dans le cadre d'un projet qu'on appelle le projet Manhattan, qui avait été mis en œuvre à Los Alamos. C'était évidemment dans le désert californien. Et parmi les scientifiques qui ont travaillé justement à l'élaboration du projet Manhattan, il y avait 2 scientifiques. Il y avait un qui s'appelait Klaus Fuchs et un autre qui s'appelait David Greenglass. La particularité des deux, c'est que, les deux étaient des sympathisants avérés communistes et celui qui nous intéresse, c'est David Greenglass qui, lui, travaille sur le projet Manhattan avec sa sœur cadette qui s'appelle Ethel Rosenberg. Et Ethel Rosenberg, justement, est l'épouse de Julius Rosenberg. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les 3 personnes, c'est-à-dire Klaus Fuchs... C'est dans Oppenheimer. Dans Oppenheimer. Oppenheimer, ouais. Voilà. Et donc... Oui, c'est la sœur du gars, il va même donner l'enfant et tout ça. Voilà, Klaus Fuchs, David Greenglass et sa sœur Ethel Rosenberg vont ensemble commencer à mettre en place des moyens visant à dérober les secrets qui sont les secrets scientifiques qui sont produits dans Los Alamos au fur et à mesure de l'évolution de la conception de la bombe atomique. Et donc, ces 3 personnes vont travailler de telle sorte que Klaus Fuchs, lui, il volait les secrets, les donnait à Ethel Rosenberg, qui, elle, les retranscrivait pour ensuite les remettre à son mari, Julius Rosenberg, qui, lui, était en contact avec si tu veux, l'un des membres de l'ambassade du consulat de l'Union soviétique à New York. Et donc, c'est lui qui faisait les va-et-vient entre les représentants russes et son épouse. Enfin, c'est lui qui faisait le lien avec son épouse, avec Klaus Fuchs et Julius Rosenberg. C'est lui qui faisait le lien, avec sa femme Ethel et son frère David Greenglass. Et donc, c'est comme ça que, petit à petit, il dérobait, si tu veux, les résultats des recherches qui étaient développées dans Los Alamos dans le cadre du projet Manhattan. Et puis, donc, au fur et à mesure, malheureusement pour eux, à partir de 1949, il va y avoir un événement qui va se produire et qui va amener les Américains à se poser pas mal de questions. C'est le 29 août 1949, à peine 4 ans après que les Américains, eux, aient montré à la face du monde qu'ils disposaient de la bombe H. 4 ans seulement plus tard, le 29 août 1949, dans le désert du Kazakhstan, les Soviétiques vont faire exploser eux aussi leur première bombe atomique, la bombe H. Et donc, tout naturellement, les Américains vont se poser la question de savoir comment est-ce que les Russes ont pu faire pour développer en un laps de temps aussi court une bombe atomique. Parce que l'équivalent de la puissance de la bombe H, la première bombe H soviétique était de 22 kilotonnes. Et c'était très puissant. Et donc, évidemment, les Américains vont commencer à se poser la question. Et ils vont tout naturellement se dire que si les soviétiques ont pu développer dans un laps de temps aussi court une bombe atomique, c'est que forcément ils ont eu des relais. Et ces relais-là sont forcément au niveau de ceux qui ont travaillé dans le projet Alamos. Et c'est comme ça qu'il va y avoir maintenant des enquêtes internes très poussées. Et donc tout le monde va être être mis sous surveillance. Et c'est comme ça qu'on va très vite se rendre compte que Klaus Fuchs et Ethel Rosenberg étaient en lien par l'entremise de leur mari Julius Rosenberg avec un membre du consulat du consulat de l'Union soviétique en Union soviétique, du consulat soviétique à New York. Et donc rapidement tous vont être arrêtés. Donc Klaus Fuchs, David Greenglass, Ethel Rosenberg et son mari Julius. Et c'est là où justement les choses vont commencer un peu à se corser. Dans un premier temps, Klaus Fuchs et David Greenglass vont nier en bloc. Ils vont être arrêtés, ils vont nier en bloc, mais après on va commencer par faire peser sur eux un certain nombre d'accusations. On va dire à David Greenglass que s'il n'avouait pas avoir joué un rôle dans la transmission de ces secrets-là aux Soviétiques, eh ben lui, il serait frappé de prison à vie, que sa femme également, lui serait condamné à mort, sa femme serait frappée d'une
peine de prison à vie. Et donc, face à cette situation, il va donc décider d'accuser sa sœur en expliquant qu'en réalité, lui, il n'était pas celui qui avait remis directement le secret aux soviétiques, mais c'était plutôt sa sœur qui l'avait fait. Et c'est ainsi que sa sœur Ethel Rosenberg va être arrêtée avec son mari. Et donc, dans un premier temps, les deux vont nier les faits. Ils vont nier les faits, alors qu'en réalité, le fait d'avoir transmis ces secrets aux soviétiques était, d'un point de vue pénal américain, s'ils auraient reconnu les faits immédiatement, ils n'auraient jamais été condamnés à mort. Tout au plus, ils auraient certainement eu une très lourde peine de prison, entre 20 et 30 ans, ou au pire des cas, ils auraient été condamnés à la prison à vie, mais à aucun moment, ils n'auraient été condamnés à mort. Mais leur obstination à vouloir à nier les faits, va faire que, évidemment, l'accusation donc va changer de stratégie. Oui. Et donc l'avocat, ou si tu veux l'avocat général qui va justement obtenir leur condamnation, va tout mettre en œuvre pour que, évidemment, ils soient condamnés à la prison, enfin à la chaise électrique. Et donc, ce qui va se passer par là, il faut aussi comprendre pourquoi est-ce que les époux Rosenberg, dans un premier temps, vont nier, pendant longtemps, ils vont nier même jusqu'au procès, le fait que ils vont nier les faits qui leur étaient imputés. C'est parce que dans leur stratégie, et à l'époque, c'était totalement pas insensé du tout, c'est-à-dire qu'il y avait un fort doute qui poussait, qui subsistait concernant leur culpabilité. Et en plus, il y avait un très grand relais du Parti communiste aux États-Unis. Et on avait des artistes, des journalistes, des intellectuels américains qui étaient des sympathisants communistes. Et ces sympathisants communistes américains, ajoutés aux sympathisants communistes en Europe, vont faire une véritable campagne médiatique pour obtenir leur libération, et en expliquant d'abord que ces derniers avaient été accusés à tort et que donc ils n'avaient pas de raison d'être emprisonnés, et que donc de ce fait-là, ils devaient faire l'objet d'une libération inconditionnelle. Et puis, lorsque en 1951, ils vont être condamnés à la chaise électrique, rapidement, ces mêmes soutiens-là du côté des sympathisants communistes vont se faire au point où on va demander, plusieurs personnalités par exemple vont essayer d'écrire d'abord à Harry Truman puis à son successeur, le général Eisenhower, pour obtenir la grâce pour qu'il ne soit pas exécuté. Des personnalités comme par exemple l'écrivain catholique français François Mauriac, lui va adresser une lettre également à l'exécutif américain. Malheureusement, elle ne va pas convaincre les présidents américains. Il va même avoir Jean-Paul Sartre qui lui va se mettre à écrire une véritable diatribe, parce qu'il faut savoir que Jean-Paul Sartre était un sympathisant communiste. Et donc lui, il va, dans cette lettre ouverte qu'il va écrire pour demander, si tu veux, la libération ou la grâce des époux Rosenberg, il va même aller jusqu'à maudire le peuple américain, qu'il va comparer au régime nazi, notamment lorsqu'ils vont décider, le jury va, ou si tu veux, le pouvoir américain va maintenir la condamnation sur la chaise électrique. Le pape Pie XII, lui aussi, va écrire au président américain pour demander également que ces derniers ne soient pas exécutés et que, au contraire, ils puissent même bénéficier de la grâce du président américain. Malgré tous ces efforts-là, malheureusement, ni Harry Truman ni son successeur Eisenhower ne vont accorder la grâce aux Rosenberg. Pourquoi ? Parce que derrière, il y avait une véritable colère à l'égard de ces derniers, parce qu'ils considéraient que le fait qu'ils aient transmis les secrets de la bombe atomique aux Russes a permis de ramener, si tu veux, les Russes à un niveau de puissance égal à celui des Américains. Et donc, par conséquent, ils voyaient cela comme une forme de traîtrise qui était inacceptable. C'est-à-dire qu'ils avaient remis le secret de ce qui permettait aux États-Unis d'être véritablement la superpuissance mondiale. Et donc, de ce fait-là, ils ont permis à ce que les Soviétiques les rattrapent et que les Soviétiques puissent, à égal niveau, représenter aussi une menace réelle pour les Américains. Et donc ça,
et ajouté dans une période de l'histoire américaine assez sombre, l'ère du macartisme, où Joseph McCarthy va justement se saisir de cette affaire-là, de l'affaire des époux Rosenberg, pour dire qu'il n'y a pas que des traîtres scientifiques qui ont permis justement de transférer des secrets capitaux à l'ennemi soviétique, mais que ces traîtres communistes-là sont partout dans la sphère américaine, dans la société, dans l'administration, dans le cinéma, dans les milieux intellectuels. Et donc, c'est à partir de ce prétexte-là, concernant les époux Rosenberg, que Joseph McCarthy va lancer sa véritable chasse aux sorcières, où on va assister à la mise en place de ce qu'on appelle des listes noires. C'est à partir de là que l'expression blacklisté va arriver, c'est-à-dire mettre quelqu'un sur une liste noire, c'est-à-dire l'empêcher de pouvoir exercer une quelconque activité, l'empêcher d'avoir de véritables moyens de subsistance, et donc de carrément, le déconnecter en quelque sorte de la société dans laquelle il se trouve. C'est pire qu'être en prison. En prison, on te prive de liberté. Or, lorsque tu es blacklisté, on ne te donne même pas les moyens de pouvoir exercer ta liberté. Donc ça, c'est à cause plutôt de cette affaire-là, de l'affaire des époux Rosenberg, que évidemment, cette affaire avec Light. Et puis, rapidement, on va se rendre compte, ils vont être exécutés donc le 19 juin 1953. Et durant des décennies et des décennies, la question de la culpabilité des époux Rosenberg va faire l'objet de véritables on va dire, combat idéologique au sein de la société américaine, puisque beaucoup d'Américains considéraient que la culpabilité des époux Rosenberg n'avait jamais été prouvée, et que pour une partie de l'opinion américaine, ils étaient tombés en réalité dans un piège qui avait été tendu par le FBI en complicité avec la CIA pour essayer de trouver un bouc émissaire sur le fait que les Russes étaient quand même parvenus à obtenir la bombe atomique. Et il faudra attendre les années 1990 avec la déclassification de certains dossiers confidentiels, aussi bien du côté de l'Union soviétique, aussi du côté de la Russie que du côté des États-Unis, pour véritablement savoir que en réalité, les époux Rosenberg étaient bel et bien coupables d'espionnage et qu'eux, effectivement, avaient transmis aux Russes un certain nombre d'informations concernant la conception et l'élaboration de la bombe atomique. Il faut savoir que grâce à ces dossiers qui ont été déclassifiés, on va déjà apprendre que dès 1942, Ethel et Julius Rosenberg, Ethel, Julius et son frère David Greenglass, depuis 1942, communiquaient avec les Russes. Il faut savoir, par exemple, que les époux Rosenberg, Julius et Ethel avaient les noms de code libéral et antenne, et qu'ils régulièrement avaient des relations avec notamment l'antenne du KGB qui se trouvait dans le consulat soviétique basé à New York. Et ces informations vont être ensuite corroborées notamment par les mémoires qui avaient été publiées en 1999 par un ancien espion russe qui s'appelait Alexandre Flexikov, qui va dans ses mémoires reconnaître qu'il avait, dans le cadre de ses activités d'espionnage, rencontré à plusieurs reprises Julius Rosenberg alors qu'il était en poste à New York. C'est véritablement ces deux éléments-là, donc les archives déclassifiées en 1990, puis les mémoires de Alexandre Flexikov en 1999, qui vont mettre un terme aux spéculations concernant la potentielle innocence des époux Rosenberg. Ils ont bel et bien travaillé, ils ont bel et bien œuvré à transmettre des secrets aux soviétiques, mais ce qui est aussi intéressant dans les mémoires de l'ancien espion russe, c'est qu'en réalité, la raison pour laquelle les Américains les ont condamnés à mort, ce n'est pas tant les secrets sur la bombe atomique, parce qu'en réalité, les informations, on l'a su par la suite, que les informations que les époux Rosenberg avaient transmises aux Russes concernant la bombe atomique n'étaient pas d'un véritable apport scientifique. C'était beaucoup plus des informations éparses, et donc c'est la raison pour laquelle les Russes ont mis autant de temps, presque 4 ans, pour parvenir à reconstruire leur bombe atomique. Mais par contre, ils vont transmettre la totalité des plans des radars américains qui étaient considérés à l'époque comme étant des radars les plus performants de l'époque, les plus performants du moment. Et donc là, c'est
la transmission en réalité de la conception, la transmission des plans des radars utilisés par les Américains, notamment dans la détection des avions russes, qui va véritablement causer la perte des époux Rosenberg et qui va entraîner leur condamnation à mort et leur exécution sur la chaise électrique le 19 juin 1953. Merci Jean-Paul qui revenait sur le brin d'histoire ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.